Là-bas où le Premier ministre Amadou Ouriba a visité les classes préparatoires aux grandes écoles de Sebori, accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Il a salué la portée historique de ce site et réaffirmé la volonté de l'État d'investir dans le capital humain, notamment en milieu rural. Reportage Ousmane Bangoura. Le centre préparatoire aux grandes écoles de Sebori, dans la préfecture de Dalaba, a accueilli ce week-end une visite de terrain du gouvernement. Amadou Ouriba était accompagné de Madame la ministre de l'Agriculture et du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le centre préparatoire de Sebori accueille aujourd'hui plusieurs jeunes venus de différentes régions du pays. Motivés et pleins d'ambition, ils voient dans cette structure une véritable opportunité pour leur avenir. Les classes préparatoires aux grandes écoles de Dalaba, c'est le rêve de tous les élèves de la Guinée aujourd'hui. Parce que chacun rêve d'aller à l'extérieur, mais particulièrement aller pour étudier et revenir servir la nation. Alors si nous sommes là aujourd'hui, nous savons que c'est la référence pour la République, c'est la meilleure école pour le moment. Ce sont des classes préparatoires. Ça représente le rêve pour les parents d'élèves et également pour le pays. Au cœur de cette visite, le Premier ministre Amadou Ouriba, après avoir partagé sa vision pour la formation d'une élite nationale, a rappelé l'importance de ce centre dans l'histoire éducative du pays. Oui, en construisant l'école, les classes préparatoires ici à Sebori, c'est une forme d'un clin d'œil à l'histoire de la Guinée. Procéder à des investissements à l'intérieur du pays pour le développement du capital humain en réunissant les meilleurs enfants de la République pour qu'ils étudient ensemble, qu'ils tissent les relations fraternelles et de camaraderie en s'investissant pour renforcer leur savoir. Je pense que c'est l'une des manières les plus efficaces, aussi bien d'avoir une élite compétente que d'avoir une élite tournée vers la consolidation de l'unité du pays et de l'émergence d'une vision commune, identique pour la construction du futur. Avant de quitter Sebori, le chef du gouvernement a exhorté la jeunesse à cultiver la discipline, la rigueur et la persévérance. Formés donc pour transformer, 30 passionnés, 30 artisans du sport scolaire viennent de relever le défi d'une formation intensive. Cette session marque un tournant décisif et ouvre la voie à une nouvelle ère pour l'éducation physique en Guinée. Reportage Moussa Komara. C'est une aventure pédagogique passionnante qui s'achève. Pendant près d'une semaine, une trentaine de maîtres d'éducation physique et sportive venus de 8 inspections régionales du pays se sont engagés, exigeants et stimulants. Ce programme a été l'occasion d'échanges et d'un perfectionnement profond de leur méthode d'encadrement. Les compétences que nous avons reçues ne seront pas mises en bas. Nous allons essayer à toute force de les mettre en valeur dans nos différents établissements. Le mot d'ordre, l'innovation. À travers cette session, l'Institut national de la jeunesse de l'éducation physique et veut insuffler une énergie nouvelle à l'enseignement du sport en milieu scolaire. Aujourd'hui, il y a un manque de 1500 professeurs de PS dans nos grandes écoles. Donc, le défi du ministère du Sport aujourd'hui, c'est de combler ce vide en collaboration avec le ministère de l'enseignement universitaire et de la télévision, pour que le sport revienne dans le milieu scolaire pour la détection des talents. Donc le combat aujourd'hui du ministre du Sport, c'est que le sport revienne à l'école. Une nouvelle page s'écrit pour l'éducation physique et sportive en Guinée. L'étape cruciale vers l'excellence qui place la jeunesse au cœur de toutes les ambitions. Il y a plusieurs années où l'éducation physique dans le milieu scolaire a perdu beaucoup de nos maîtres. Nous avons assez de programmes à déployer dans nos programmes pour le développement du sport à l'école, mais aussi enseigner, donner l'avantage du sport à nos élèves. En refermant cet atelier, un message fort se dégage. Investi dans la formation des encadrants,
pour poser les fondations solides de l'avenir, celui d'une jeunesse éduquée en bonne santé et fière de son potentiel. Référendum constitutionnel à l'Abbé, le poste de commandement opérationnel régional est mis en place pour jouir d'une partition civilo-militaire afin de garantir la sécurité des populations et du territoire guinéen, mais aussi endiguer les incidents pendant les élections. Reportage Falilou Diallo, Sarafdine Diallo. Dans leur rôle régalien, les forces de défense font de la sécurité des citoyens et de leurs biens une mission prioritaire. À la veille du processus électoral en Guinée, un poste de commandement opérationnel est créé dans la région de l'Abbé. Sa mission, planifier, diriger, coordonner et de suivre les événements majeurs dans la région. Dans les élections, des crises peuvent survenir. Violence, fraude, contestation, panne logistique, etc. Urnes, bulletins, matériel informatique, le PC permet d'anticiper, identifier et gérer rapidement des incidents avant qu'ils ne dégénèrent. Dans le poste de commandement, on a un J1 qui s'occupe des ressources humaines. Ça veut dire que les effectifs qui seront déployés pendant ces événements majeurs. Nous avons le J2 qui s'occupe des renseignements. Tout ce qui est comme opération sur le terrain sera conduite par ces J35 et planifiée par eux. Le poste de commandement opérationnel régional de l'Abbé, mis en place, jouit d'une partition civilo-militaire afin de garantir la sécurité des populations, mais aussi endiguer les incidents pendant les élections. J'ai demandé à la cellule de travailler sur ce plan d'opérationnel administratif et sécuritaire d'ici 2 jours. Alors, nous avons reçu des éléments adéquats par rapport à la sécurité des électeurs, par rapport à la sécurité des bureaux de vote, mais par rapport à la sécurisation du matériel électoral aussi. La cérémonie de présentation du poste de commandement opérationnel régional a mobilisé forces de défense et de sécurité. Elle a connu aussi la présence du procureur de la République, plaire au tribunal de première instance, l'inspecteur régional de la santé et autres acteurs chargés des élections. Et en prélude à ce référendum du 21 septembre prochain, CARE International poursuit son programme de renforcement des capacités des acteurs. Après les jeunes filles leaders de Guinée, c'est au tour des jeunes du Forum national des partis politiques, des médias et la société civile d'être largement outillés sur les mécanismes de consolidation de la paix et de l'unité nationale avant, pendant et après le 21 septembre 2025. Les précisions dans ce reportage de Mamadou Patebalde, notre correspondant à Mamon. Suivez. CARE International et ses partenaires poursuivent leurs activités à l'intérieur du pays. Cette fois-ci, c'est le Forum national des partis politiques, des organisations de la société civile et des médias qui sont formés sur les questions liées à la promotion et la consolidation de la paix avant, pendant et après le référendum du 21 septembre 2025. Nous allons profiter de cette journée d'aujourd'hui pour mettre en place une plateforme de dialogue démocratique où la synergie sera le mot d'ordre pour permettre vraiment à tous les acteurs de répondre efficacement aux problèmes qui pourraient se poser dans les localités d'intervention du projet. Et je pense qu'après ici, nous allons faire une restitution au sein de nos structures de provenance. Nous allons faire les sensibilisations sur la paix, sur la promotion, surtout sur la promotion de la paix et la sécurité des citoyens. Réalisé dans le cadre de la mise en œuvre de projets femmes et filles engagées pour la consolidation de la paix, cette rencontre est donc une réponse face aux défis auxquels le gouvernement guinéen attend. Une fois que cette plateforme de dialogue et d'échange sera créée, cela va nous permettre vraiment à accompagner la promotion de la paix, de la démocratie et une manière vraiment de prôner le développement amorcé par les autorités du CNRD. CARE International rassure ses acteurs de son accompagnement pour favoriser une synergie d'action afin de promouvoir la paix et le dialogue dans le pays.
Dans l'actualité encore à Mandiana, l'ONG Demain c'est nous vient de tenir son assemblée générale, un cadre d'échange et de réflexion basé sur la jeunesse et l'entrepreneuriat en Guinée. Depuis sa création, elle détecte les jeunes talents, notamment des filles, en vue de leur autonomisation dans différents secteurs socio-économiques à travers le pays. Reportage Elhadj Fodé Bangali Fofana. Amener les jeunes à entreprendre, à innover et à se créer, tel est le leitmotiv de l'ONG Demain c'est nous. Ici à Mandiana, les membres de l'organisation sont réunis pour tirer les leçons des actions menées à travers le pays et projeter de nouvelles opportunités pour la jeunesse guinéenne. Notre engagement dépasse l'organisation d'activités ou la distribution d'aide. C'est un combat quotidien pour changer les mentalités, ouvrir des opportunités, refléter des talents cachés et restaurer la confiance de nos populations en un avenir meilleur. Par cette deuxième assemblée générale annuelle, l'ONG Demain c'est nous célèbre la jeunesse de Guinée sous le thème Jeunesse et entrepreneuriat en République de Guinée. Il s'agit de former, d'orienter et d'accompagner les jeunes talents afin de faire d'eux les véritables acteurs de changement dans les secteurs socio-économiques. Nous citons les filles, il y avait 120 filles qui étaient sous nos répertoires et il y a eu des lauréates parmi ces filles. Et nous venons aujourd'hui les célébrer et leur donner des moyens de communication qui vont les faciliter à faire des recherches sur leur formation. Je vous encourage à consolider vos acquis, à renforcer le partenariat et surtout à toujours mettre l'humain au centre de vos actions. Car c'est dans la solidarité, le dialogue et l'action collective que nous pourrons bâtir un avenir meilleur. À l'issue de cette rencontre d'auto-évaluation, l'ONG Demain c'est nous a promis d'agir davantage pour le rayonnement d'une jeunesse engagée et responsable à travers tout le pays. Vous avez dû le remarquer dans les programmes de la RTG. Beaucoup d'émissions sont créées pour l'amélioration de la grille des programmes. Après 2 mois de pause, la rentrée se prépare avec engouement. Mariam Kamara nous amène dans les coulisses pour les derniers réglages de cette nouvelle saison prévue pour demain lundi 15 septembre. Suivez. La RTG, dans le dynamisme de l'amélioration de ses programmes, prépare sa grande rentrée ce lundi 15 septembre. Dans les locaux de la maison mère, tout est mis à pied d'œuvre pour offrir aux téléspectateurs des contenus riches et attrayants. Entre formation des animateurs et chroniqueurs d'émissions, installation des décors des plateaux ou encore le montage des annonces, les choses se précisent pour une rentrée sans fausse note. Donc aujourd'hui, Makeme, la directrice générale, a tenu à ce que je vienne rencontrer les jeunes avant la rentrée, leur dire ce que je pense, leur dire, à mon avis, qu'est-ce qu'ils devaient faire pour que la rentrée soit non seulement solennelle, mais qu'elle soit bénéfique pour les téléspectateurs. Je pense que les téléspectateurs ne seront pas dessus, à la mesure où la direction générale de la RTG a mis le paquet pour former les gens, pour les préparer à ce qu'il n'y ait pas d'improvisation pour la nouvelle saison. Avant, je crois qu'il n'y avait pas de flash d'information, mais cette fois-ci, dans la nouvelle matinale, il y a des flashs d'information et nous sommes en train de voir tout ça, comment organiser tout ça afin que tout ça s'arc-boute, s'imbrique et que la diffusion soit harmonieuse pour le bien, évidemment, du téléspectateur. Ces 2 mois de pause ont favorisé d'analyses profondes sur le contenu des émissions et permis aux équipes de faire le plein d'énergie pour satisfaire au mieux les téléspectateurs. Alors à partir de cette saison, il y a ces émissions qui rentrent avec leur deuxième saison. Il y en a qui vont faire leur première entrée. Tout ça pour essayer de satisfaire les téléspectateurs. Nous savons que vous êtes exigeants et nous vous rassurons qu'à partir de cette saison, vous allez découvrir de la nouveauté sur la RTG et vous allez être émerveillés par une équipe dynamique que nous sommes en train de mettre en place. Des infographes aux réalisateurs et techniciens, en passant par les animateurs, tous sont motivés derrière cette vision innovante de la direction générale et cela est rendu possible grâce à l'accompagnement du ministre de l'Information et de la Communication. Objectif, toucher l'ensemble des téléspectateurs dans toutes leurs sensibilités socioculturelles et politiques.
Au niveau de l'environnement, comment identifier et maîtriser les données liées aux écosystèmes? L'Observatoire du Sahara et du Sahel, le ministère de l'Environnement, avec l'accompagnement de l'Agence française de développement, travaille pour l'élaboration d'une base de données fiable et crédible permettant d'évaluer le potentiel écosystémique de la Guinée. Ce travail en cours, exécuté par le projet Copernicea, sera un véritable outil d'aide à la décision pour les projets de développement. Reportage, Mamadou Alpha Baldé. Quantifier et catégoriser les écosystèmes dans leur ensemble à travers le pays, le processus avance en Guinée. À date, les données fiables sur les écosystèmes restent à établir. Un travail de fond est en cours avec différents spécialistes pour finaliser ce travail qui permettra au pays de mieux récalibrer ses projets environnementaux. Il s'est avéré pendant longtemps que la question des services écosystémiques n'a pas été prise en compte dans l'évaluation de nos capitaux. En effet, le développement matériel est souvent réalisé au détriment de nos écosystèmes, alors que la préservation de ceux-ci est un effort à considérer. Ce projet de valorisation et de protection des écosystèmes fauniques et floristiques est piloté par le projet de coopération régionale pour de nouveaux indicateurs de comptabilité écosystémique en Afrique qui regroupe le Burkina Faso, la Guinée, le Maroc, le Niger, le Sénégal ou encore la Tunisie. Cet événement, organisé conjointement par l'OSS et le ministère de l'Environnement et du Développement durable de la Guinée, marque une étape stratégique pour la reconnaissance, la valorisation et la gestion durable du capital naturel dans notre région. Il témoigne d'un engagement fort du pays à intégrer les enjeux écosystémiques dans les processus de décision nationaux. Connue pour sa biodiversité exceptionnelle, la Guinée compte œuvrer avec l'ensemble de ses partenaires pour une gestion responsable et durable de ses écosystèmes en parfaite harmonie avec les objectifs des Nations Unies sur les écosystèmes à l'horizon 2050. À Bouquet, une campagne zéro accident en mer est lancée par le consortium SMB Wining, une offre de soins pour les localités de Kanfarandé et Katounou. Elles viennent de bénéficier de 300 gilets de sauvetage destinés aux pêcheurs et aux passagers des embarcations exposés aux risques liés au transport fluvial du minerai de bauxite et à la montée des eaux en cette saison de forte pluie. Reportage Mamadi Terna Kamisoko. Dans les localités insulaires de Kanfarandé et de Katounou à Dapilon, dans la préfecture de Bouquet, la satisfaction des habitants n'est pas fortuite. Depuis quelque temps, pêcheurs et passagers des embarcations sont quotidiennement exposés aux risques liés au transport fluvial du minerai de bauxite et à la montée des eaux en cette période de forte pluie. Pour réduire ces dangers et prévenir les naufrages, le consortium SMB Winning a mis à disposition 300 gilets de sauvetage destinés à sécuriser la traversée en mer. Comme la mer est très agitée en cette période, il y a des risques de naufrage, des risques d'accident. C'est pourquoi cette distribution vient à point nommé en assister les usagers du chenal et de la haute mer. La cérémonie officielle de remise a réuni autorités locales, bénéficiaires et partenaires impliqués dans la sûreté et la sécurité maritime. Vous savez, nous sommes dans une zone où la traversée est très difficile. C'est pourquoi nous nous réjouissons de ce don aujourd'hui. Nous disons grand merci aux donateurs. Chaque fois que l'ANAM vient envers eux pour soulager cette communauté, ils agissent sans problème. Ce n'est pas la première fois que le consortium dote des gilets de sauvetage à nos pêcheurs. Donc on les prie de les utiliser à bon escient. Ce don n'est pas une première. Il s'inscrit dans la continuité de la campagne Zéro Accident en mer lancée par le consortium SMB Winning qui vise à renforcer la sécurité des usagers du transport fluvial dans la région.
Et puis, attendu depuis des décennies, le projet de nouveau quai prend forme au niveau de la zone est de Conakry. Fruit d'un partenariat public-privé, ce chantier va permettre d'augmenter les capacités d'accueil pour réduire les désagréments dus au temps d'attente des navires. Fodé Camara. Sur la façade est du port de Conakry, un vieux rêve d'extension et de modernisation devient une réalité. Déjà avec l'installation des centaines de pieux, la société Alport, filiale du groupe Albarac, compte réaliser un nouveau quai. Un chantier d'envergure qui va permettre d'augmenter la capacité d'accueil des navires pour contribuer à décongestionner la plateforme portuaire. On est en train de travailler dans le cadre du projet de la construction du nouveau quai. Notre projet consiste de 3 étapes. En première étape, 165 mètres. Deuxième étape, 130 mètres. Et avec les 90 mètres qu'on a déjà, à la fin, le port gagnera un quai de 400 mètres. Si tout va bien, on projette de finir le travail au mois de janvier 2026. Ce projet de nouveau quai vient accroître la capacité du port de Conakry, tout en renforçant sa position dans un écosystème sous-régional très concurrentiel. Les différentes activités sont d'abord les soudures que nous effectuons au niveau de la partie terrestre et de là-bas. Nous transportons les pieux en tube en acier. Nous les transportons vers la zone où on doit faire les travaux de battage. Et d'ici là, nous commençons maintenant à réaliser les pieux battus selon les points que le topographe nous donne. Avec les amis turcs, ça va pour le moment parce qu'ils arrivent à nous transmettre leur expertise, leur connaissance. Une fois opérationnel, ce quai pourra recevoir des gros navires dédiés au commerce international de marchandises, avec le double enjeu de réduire les délais de transit et de faciliter les opérations de déchargement. Dans Bofa Profond, certaines localités dans Kolissoro et dans le Bagataï bénéficient de la réhabilitation de 60 km de pistes rurales dans les 13 districts. Un pont reliant Tounifili à 6 districts est aussi en cours de construction. Reportage Alkali Kobele Keita et Mohamed De Camara. Dans les localités de Bagataï et une partie importante de Kolissoro, le désenclavement de 13 districts est devenu une réalité. À Tunifili, une des sous-préfectures de Bofa, la route principale à partir du Carrefour sera bientôt réhabilitée. Les travaux sont confiés à l'entreprise IC Transport BTP pour un délai d'exécution de 24 mois. Cette piste rurale, longue de 60 km, permettra de soulager les usagers des villages traversés par la route. Il s'agit d'un projet de réhabilitation de 60 km de pistes rurales, y compris 2 ouvrages de franchissement, grosso modo, un pont de 35 mètres et 75 mètres, mais aussi des dallots qui composent ce projet. Le pont là, ça désenclave Tounifili, plutôt dans tout Kolissoro. Parce que quand je prends, il y a 6 districts qui sont par là, donc pour venir à Tounifili, c'était difficile. Pour permettre également aux citoyens d'accéder aux zones de production de plus de 150 000 hectares dans le Bagataï profond, un ouvrage de franchissement qui relie Tounifili à 6 autres districts est en finition. Grâce au général Mamadou Doumbouya, le bâtisseur, la population de Tounifili a été dotée de cet ouvrage qui fait 70 mètres linéaires, qui va permettre définitivement à la population de Tounifili et Kifinda et tous les riverains rallier Tounifili et pratiquer toute saison. Ce qu'il faut retenir, avant cet ouvrage, voyez-vous derrière moi le petit planche que les populations utilisaient pour traverser. Cela a causé pas mal de dégâts ici matériels, mais aussi des vies humaines. Ces travaux, une fois achevés, vont faciliter la fluidité dans cette zone de production par excellence.
Volet religion, le quartier Dar Salam 2, localité située dans la commune de Gbessia, entame les travaux de construction d'une mosquée avec une capacité d'accueil de 600 fidèles. La pose de la première pierre a été faite vendredi. Au moins 3 milliards de francs guinéens seront injectés dans la réalisation de l'infrastructure. Mamadou Djoumaba, Aboubakar Junior Kamara. Dar Salam 2, l'un des quartiers de la nouvelle commune de Gbessia, veut se doter d'une mosquée avec une capacité d'accueil de 600 fidèles. La pose de la première pierre de cette maison de Dieu a mobilisé les fidèles musulmans venus de plusieurs quartiers. Pour les autorités, ce projet est parmi les projets du quartier selon le plan de développement local. Cette mosquée sera pas qu'un lieu de prière, sera un centre spirituel, éducatif et social. 3 milliards 600 millions est le coût de ce projet, un montant que l'entreprise demande en tenant compte de l'architecture de la mosquée. La reconstruction de la mosquée 5 est un édifice en R+2 capable d'accueillir environ 600 fidèles musulmans. En plus de ces bâtiments principaux, des blocs de latrines séparés pour femmes et hommes, ainsi qu'une morgue distincte pour hommes et femmes. La joie est immense pour les musulmans de cette localité qui rêvaient depuis des années d'avoir une infrastructure qui répond aux normes hygiéniques comme l'exige la religion musulmane. Elle s'inscrit dans le cadre de la pose de la première pierre d'une mosquée dans ma juridiction. Ça fait une fierté pour moi. Et à cette occasion, je voudrais prier le Tout-Puissant Allah, le très miséricordieux, pour que plusieurs mosquées soient construites ou reconstruites dans la commune urbaine de Gbessia. La mosquée de Dar Salam 2 sera réalisée en R+2 avec des toilettes ordinaires et funèbres sur une superficie de plus de 1000 mètres carrés financée entièrement par la communauté. Religion toujours hier à la mosquée de Nongo, des prières ont été formulées en faveur du renforcement de la cohésion sociale. La rencontre est initiée par de jeunes membres d'une association qui œuvre pour la paix et l'unité nationale. Mamadou Saliouba. À Nongo, dans une atmosphère empreinte de spiritualité et de patriotisme, ils se sont retrouvés dans cette maison de Dieu pour des invocations collectives en faveur de la paix et de l'unité nationale. Animés d'une volonté commune, les membres de l'association Pas de recul entendent ainsi contribuer au renforcement de la cohésion sociale. La lecture du Saint-Coran et l'acte de sacrifice que nous accomplissons ensemble sont bien plus que des rituels. Ils sont une invocation collective pour la paix, la stabilité et le développement de notre chère patrie. Dans ce lieu de culte, les fidèles rassemblés dans la foi islamique ont lu plusieurs fois le Saint-Coran. Ils ont aussi formulé des prières intenses pour la prospérité et le développement de la Guinée. Nous avons lu le Saint-Coran pour que le Tout-Puissant préserve les acquis de développement de notre pays, mais aussi pour qu'il épargne tous les Guinéens du mal. Nous avons formulé également des prières pour la paix et l'unité nationale. Au cours de ce rassemblement citoyen et religieux, les membres de l'association Pas de recul ont exhorté les uns et les autres à un sursaut patriotique pour la promotion des valeurs civiques et le développement économique et social de la Guinée. Et puis les femmes leaders du mouvement Wontin de Mafereya de la préfecture de Forêt-Caria ont également organisé une cérémonie de lecture et de prière pour la paix en Guinée. À cette occasion, les participants ont largement informé et sensibilisé sur l'importance de la paix et la quiétude sociale dans le pays. Reportage Nabi Kamara. Jeunesse et paix, c'est le thème de la rencontre de sensibilisation organisée récemment par le réseau des femmes leaders Wontin de Mafereya dans la préfecture de Forêt-Caria. Une façon de reconnaître et d'appuyer les actions du CNRD en faveur d'une Guinée où il fait bon vivre. Nous sommes porteurs d'espoir et pour cela,
Nous devons être à l'écoute de nos dirigeants, nos autorités morales, coutumières et religieuses, sous la bonne conduite de son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Que Dieu accepte nos prières. Le thème jeunesse et paix a été développé par El Hadj Mohamed Saliou Konté, imam ratib de la mosquée de Petit Simbaya. Cette forte mobilisation a débuté par la lecture du Saint-Coran à la mosquée centrale de Mafrenya. Ici, des prières ont été faites par les religieux pour une transition réussie dans notre pays, la cohésion sociale entre les Guinéens et un référendum couronné de succès. Au nom du ministre de l'Information et de la Communication, M. Fanazouma, je remercie mon team pour cette initiative salvatrice qui concourt à rendre visibles les actions et les acquis du président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Le ministre, en recevant la délégation qui a quitté Mafrenya pour Conakry, a tenu une promesse qui va être réalisée les jours à venir. Cette promesse consiste à doter la sous-préfecture de Mafrenya des relais de radio. À noter que le réseau des femmes leaders du mouvement Wunting est né il y a un peu plus d'1 an à Mafrenya. Je vous le disais dans les titres, avoir 100 ans est une grâce immense. À Conakry, plus précisément dans le quartier Taouya, la communauté chrétienne a célébré les 100 ans de vie de maman Elisa Silla, sœur, épouse, mère et servante de l'église. Maman Elisa reste une source d'inspiration pour plusieurs générations. Marie-Angélique Bangoura, Robert Bangoura pour le compte-rendu. Suivez. Née en 1925, fille de Krolisoro dans la préfecture de Bofa, maman Elisa Silla a traversé un siècle marqué par la lutte, les prières et la fidélité en Dieu. Elle a vu l'église grandir et traverser des tempêtes et y consacrer toute son énergie en tant que catéchiste, choriste et servante. Veuve depuis 26 ans, elle demeure un pilier solide pour sa famille et sa communauté. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour les 100 ans de ma mère. Elle n'a rien fait d'extraordinaire. Hein? Elle a été fidèle à ses engagements baptismaux. Quand tu reçois le baptême, tu fais corps avec Jésus-Christ. J'ai prié pour tout le monde, tous les malades du monde entier, tous les prisonniers du monde entier, tous les mendiants du monde entier, tous ceux qui ne travaillent pas et ceux qui sont dans les rues, ceux qui sont dans les quartiers. Aujourd'hui, maman Elisa est entourée de 11 enfants, dont 9 sont encore vivants, de 46 petits-enfants, de 58 arrière-petits-enfants et même des arrière-arrière-petits-enfants. Cette descendance foisonnante est une véritable bénédiction. C'est une femme de foi, une chrétienne totalement donnée pour sa foi, totalement consacrée à Dieu. Il suffit de rentrer chez elle pour contempler le sanctuaire qui s'y trouve. Il faut rendre grâce à Dieu pour ce don, le don de 100 ans. 100 ans d'histoire, 100 ans de foi, 100 ans de vie chrétienne, maman Elisa Silla, épouse du défunt Jacques Souma, est un exemple vivant de longévité bénie et de fidélité à Dieu. Alors que toute une génération se lève pour lui rendre hommage, son exemple rappelle à chacun qu'une vie de prière, de travail et de persévérance est une véritable couronne de gloire. L'ambassadrice de l'Union européenne en Guinée, aux côtés de plusieurs enfants venus des différents quartiers, ont célébré la journée africaine de l'enfant. Plusieurs activités ont été organisées à la Blue Zone de Dixine. L'objectif est de préserver leurs droits tout en réunissant les conditions favorables à leur épanouissement. Reportage Moussa Bangoura. Écoutons les enfants, respectons leurs droits. C'est sous ce slogan que la délégation de l'Union européenne célèbre en différé la journée de l'enfant africain. Venant de différents quartiers et orphelinats de la capitale, ici à la Blue Zone de Dixine, plusieurs activités récréatives ont lieu. L'idéal est de redonner de l'espoir,
les tout petits. La protection des droits humains en général, mais aussi des droits des enfants, c'est un de nos objectifs. On a de nombreux projets à ce sujet et c'est juste une occasion pour s'engager pour nous avec les enfants, avec la population guinéenne, pour transmettre quelques messages. Et le message est que les enfants ont les droits et les adultes ont le devoir de protéger les droits des enfants. Le thème développé est ma vie, mes droits. À travers cette prestation théâtrale, des plaidoyers ont été faits à tous les niveaux afin de mieux préserver les droits des enfants, le tout couronné par ce bricolage. Mes camarades et moi, nous voulions véhiculer au monde entier qu'aucun enfant ne devrait plaider pour son bien et que chaque enfant a droit à la santé, à l'éducation, à la liberté d'expression, en fait à tous les droits qu'il en a besoin. Avec l'Union européenne, Rhabiller les enfants a voulu vraiment partager ce moment avec les enfants qui n'ont pas eu cette chance-là de partir forcément en vacances. Une façon de leur redonner de l'espoir, de croire davantage en leurs rêves, de se dire que oui, une Guinée qui soit juste, une Guinée qui soit divertissante pour tous les enfants, c'est encore possible. Le club Rhabille et les enfants accompagnent l'Union européenne pour la réussite de cet événement. Un événement marqué aussi par un match de football. Enfin, sport à Kindia se tient un tournoi organisé par le collectif des associations des clubs informels. Objectif visé, permettre aux jeunes de vivre leur passion, mais surtout offrir aux clubs l'occasion de détecter des nouveaux talents. Reportage Kadiatou Traoré, Fatoumata Matissa Souma et Lana Nanamou. C'est une compétition baptisée Tournoi des vacanciers. Il est doté du trophée Dr Nabi Moussa Silla. Cette première édition a démarré le 12 juillet dernier. 13 équipes réparties en 3 poules se sont affrontées sur 3 sites. Frigiagbe, Koliagori et Damakania. Après 2 mois d'intenses activités footballistiques, l'Académie Asteras de Kindia en blanc et Talent de Guinée dispute cette finale. En tant que parrain de ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, je souhaite que ça renforce la dynamique. Le gouvernement doit s'impliquer encore davantage pour s'appuyer sur ces talents juvéniles pour faire remonter, disons, la prestation de la Guinée sur le plan continental. On a eu l'initiative en collaboration avec le CACI pour organiser ce tournoi. Je suis comblé de joie. Une finale qui se déroule avec engagement et détermination. Déjà, à la première période, l'Académie Asteras de Kindia mène 1-0. À la reprise, des occasions nettes de part et d'autre sont constatées. Au coup de sifflet final, c'est l'Académie Asteras de Kindia qui sort vainqueur de cette première édition de ce tournoi des vacances. Depuis au début de la compétition, on joue avec l'engagement, la détermination. Donc voilà le résultat aujourd'hui. Ils ont décidé d'organiser ce tournoi vacancier. Je les remercie pour ça parce que non seulement ils essaient d'ouvrir les grandes portes pour nous de Kindia, mais aussi ils nous poussent à réaliser nos rêves. L'idée qu'affiche l'organisation d'une telle compétition est bien la redynamisation des activités juvéniles en cette période de grandes vacances dans la ville des Agrumes. Rendez-vous est pris pour les prochaines vacances. Ce élément sport met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Télévision Nationale.